Bienvenue à nouveau dans l'émission. Je sais que mes invités seront très heureux de voir que nous sommes à nouveau rejoints par Alex Kreiner, analyste de marché, auteur et ancien gestionnaire de fonds spéculatifs. Merci encore d'être venu dans l'émission. Merci pour cette nouvelle invitation, Glenn. C'est toujours un plaisir de te rejoindre et j'adresse mes salutations chaleureuses depuis Monaco à tes téléspectateurs. Je veux discuter, je suppose, des politiques actuellement menées, qui semblent conduire plus ou moins à une défaite stratégique dans plusieurs domaines. Et encore une fois, je pense que le thème central ici est le concept d'autodestruction. Je ne comprends plus vraiment ces politiques, mais il semble qu'une partie de leur origine puisse être liée à la propagande politique, car on constate souvent que le cadrage est un élément très important de la propagande. Par exemple, si l'on regarde la guerre en Ukraine, qu'il s'agisse d'envoyer des armes, de mener une diplomatie ou d'imposer des sanctions, tout est toujours simplifié et réduit à une position binaire, une position bonne et morale contre une position immorale. Ainsi, on constate que lorsqu'il s'agit d'envoyer des armes à l'Ukraine, les questions essentielles ne sont en réalité jamais abordées. Est-ce que cela va s'intensifier? Aurons-nous un contrôle de l'escalade? Cela mènera-t-il à une guerre directe, voire nucléaire? Cela provoquera-t-il davantage de victimes en Ukraine? Pourrait-ce conduire à une position de négociation plus favorable? Non. Tout cela est écarté d'emblée. Si vous êtes pour l'envoi d'armes, vous êtes pro-Occident et pro-Ukraine. Si vous êtes contre, vous êtes un poutiniste et probablement un traître. On observe la même chose avec la diplomatie et les négociations. Le point de départ n'est pas une discussion ouverte sur ce qui soutient ou compromet nos intérêts de sécurité. Au lieu de cela, si vous êtes pour la diplomatie, alors vous êtes probablement du côté des Russes. Si vous êtes contre, alors vous êtes avec nous. Et encore une fois, c'est la même chose avec les sanctions. Que peut-on accomplir? Pouvons-nous nous diversifier? La Russie peut-elle se diversifier? Ce sont les questions que nous devrions poser. Au lieu de cela, on s'attend à ce que nous acceptions toutes les sanctions. Alors là, tout va bien, vous êtes avec les vôtres, vous soutenez l'Ukraine. Si vous êtes contre les sanctions, alors vous êtes avec Poutine. Voilà, c'est disons la profondeur intellectuelle de notre discours actuel, qui s'applique aussi au Moyen-Orient, à la guerre commerciale avec la Chine, à l'intégration européenne. Je suppose à la plupart de notre politique étrangère. Et mon hypothèse ici, que je voulais discuter avec vous, concerne la mesure dans laquelle cela nuit à nos intérêts. À ce sujet, je voulais vous demander, que suivez-vous en ce moment du côté américain et du côté européen? Quel type de politique vous semble, disons, directement contre-productive? Eh bien, presque tout ce que fait le camp européen est contre-productif. Mais ces choses ne sont ni surprenantes, ni imprévisibles, si l'on diagnostique correctement la nature de ce conflit et qui sont les parties prenantes des deux côtés. Comme nous en avons déjà discuté, il s'agit d'un conflit entre deux systèmes de gouvernance. En somme, c'est le conflit entre le système européen oligarchique et impérialiste, qui vise toujours à créer des colonies et à se livrer au pillage colonial, et à peu près tout le reste, y compris les populations nationales des pays d'Europe occidentale. Il faut comprendre qui sont les parties prenantes. Ce sont les oligarchies financières qui dirigent ce système de gouvernance néocolonialiste. Et pour eux, non seulement la Russie, non seulement la Chine, l'Iran et d'autres nations du Moyen-Orient, mais toute l'humanité, pour eux, c'est une proie. Ils sont le prédateur, et tout le reste du monde est la proie. Ainsi, pour préserver leur emprise sur le pouvoir, leur domination et leur hégémonie à travers le monde, ils sont tout à fait prêts à sacrifier les économies et les sociétés nationales de l'Allemagne, de la France, de la Grande-Bretagne, des États-Unis,
peu importe. Alors qu'ils échouent à remporter une victoire en Ukraine, qui est, je pense, leur principal champ de bataille dans le monde aujourd'hui, ils redoublent d'efforts. Et ils épuisent les sociétés nationales dans lesquelles ils sont implantés, leurs sociétés hôtes. Ainsi, nous voyons les économies de l'Allemagne, de la France, de la Grande-Bretagne, des États-Unis, de l'Italie, et ainsi de suite. Elles s'effondrent complètement. Et les personnes qu'ils ont mises au pouvoir s'en moquent totalement. Tout ce dont elles parlent, c'est de l'Ukraine. Tout ce dont elles parlent, c'est d'aller vers la Russie, contre la Russie. Et c'est pas difficile à prévoir, c'est évidemment ce qu'elles feront, car elles n'ont pas d'autre modèle économique. Elles ne s'intéressent plus à la gestion de nations souveraines individuelles, comme des économies et des sociétés indépendantes et neutres, ni à l'élaboration de politiques visant à améliorer le niveau de vie, la prospérité, l'emploi, la production industrielle et toutes ces bonnes choses. Nous voyons cela en Russie, nous voyons cela en Chine, nous le voyons ailleurs. Mais dans tout l'Occident, nous glissons uniformément vers quelque chose qui ressemble de plus en plus à un fascisme à visage découvert. Tout est subordonné aux intérêts des oligarchies bancaires et de leurs clients corporatifs. À présent, les résultats deviennent indéniables, même si les symptômes étaient visibles depuis plusieurs décennies pour quiconque voulait y prêter attention. Et je pense que toutes ces personnes qui croient que nous sommes le bon camp, et que les Russes, les Chinois, les Iraniens et ainsi de suite sont le mauvais camp, je pense que nous sommes arrivés à un point d'inversion biblique. Vous savez, on nous avait prévenu, malheur à ceux qui appellent le bien mal et le mal bien, car ils provoquent beaucoup de ces conséquences néfastes. Et puis, vous savez, un autre avertissement venait de, je crois que c'était Goethe, qui disait « Nul n'est aussi aveugle que celui qui refuse délibérément de voir la vérité ». Et je pense que les personnes proches du pouvoir en Europe et aux États-Unis, dans une large mesure, ne veulent délibérément pas voir la vérité. Elles veulent persister sur cette voie d'autodestruction et elles continueront jusqu'à ce que le système s'effondre ou qu'elles soient écartées du pouvoir par des révolutions populaires. Un pays clé cependant, si l'on considère celui qui était défini comme la puissance économique de l'Union européenne, à savoir bien sûr l'Allemagne, on souligne souvent à quel point les changements politiques et économiques ont été considérables. C'était le pays qui avait transcendé son histoire en matière d'usage de la force militaire. Aujourd'hui, bien sûr, il mène à nouveau une guerre par procuration contre la Russie. Selon Mers, on dit que l'Europe est en guerre avec la Russie. Sur le plan économique, il semble également qu'une sorte d'implosion se profile à l'horizon. Le plus grand parti d'opposition, voire, selon certains sondages, le plus important du pays, est en train d'être criminalisé. On parle même de l'interdire. C'est une direction très particulière pour l'Allemagne, compte tenu de ce à quoi elle ressemblait il y a seulement 5 ou 10 ans. Que voyez-vous se passer en Allemagne? Eh bien, je pense que c'est très difficile à prévoir, car évidemment, tant qu'ils persisteront avec les politiques actuelles, sans ajuster leur trajectoire, la situation économique continuera de se détériorer. La position budgétaire du gouvernement ne fera qu'empirer, parce que vous savez, à mesure que le pays se désindustrialise, de plus en plus de personnes perdent leur emploi. Et il y a ensuite un effet secondaire, car lorsque ces grandes entreprises industrielles cessent leur production, de nombreuses petites et moyennes entreprises qui dépendaient de ces sociétés et de leurs employés, restaurants, cafés, toutes sortes de petits commerces, en pâtissent également, puisqu'elles comptaient sur le pouvoir d'achat
de ces travailleurs. C'est donc presque comme un cycle auto-renforçant qui, au final, réduit de manière drastique les recettes fiscales de l'État, n'est-ce pas? Leur situation budgétaire ne cesse de se détériorer et ils devront alors s'endetter davantage simplement pour continuer à fonctionner. Mais à mesure que l'économie s'effondre, les taux d'intérêt augmentent, ce qui rend le financement des opérations gouvernementales de plus en plus coûteux. Vous savez, je pense que s'ils avaient une direction responsable, soucieuse du bien de leur nation, ils diraient « Nous devons changer de cap. Nous devons nous réconcilier avec les Russes. » Nous devons rouvrir les gazoducs Nord Stream pour rendre nos industries à nouveau compétitives. Nous devons redémarrer nos centrales nucléaires afin d'assurer une production d'énergie plus abondante, de manière à rendre notre production industrielle plus compétitive. Et nous devons inverser la politique de la Banque centrale européenne, consistant à éliminer les petites et régionales banques pour consolider l'ensemble du système bancaire entre les mains de quelques géants bancaires, comme au Canada et au Royaume-Uni. Mais tout ce que nous entendons, c'est Russie, Russie, Russie. Ils ne s'attaquent même pas à ces problèmes. Ils l'ignorent même lorsque leurs intérêts nationaux sont directement menacés. Tu sais, la Pologne ne va pas extrader l'individu qui est soupçonné d'avoir fait exploser le gazoduc Nord Stream. Bien sûr, personne ne croit vraiment qu'il l'ait fait, mais peut-être qu'une enquête et un procès nous rapprocheraient des faits. Et puis les tribunaux polonais ont tout simplement dit non. Merz passe à la télévision et il parle encore de la Russie, la Russie, la Russie. Le résultat, c'est que les gens changent de loyauté, passant des partis traditionnels, le SPD, la CDU, à Alternative für Deutschland, l'AfD. Et maintenant, on en arrive au point où la lutte des classes est en réalité le conflit le plus vivement disputé du pays. Et maintenant, les partis établis et leurs sponsors essayent de trouver tous les moyens de rester au pouvoir et d'empêcher l'AfD d'y accéder, car l'AfD est le seul à proposer un changement substantiel de politique. Et puis, nous recevons ces rapports très étranges, selon lesquels 7 ou 13 candidats de l'AfD seraient morts subitement en l'espace de 2 semaines, juste avant les élections régionales en Rhénanie-Westphalie. Bien sûr, ces choses ne sont pas expliquées. Elles ne sont pas discutées. On s'attend simplement à ce que les gens fassent comme si de rien n'était et passent à autre chose. Mais même dans un pays composé de personnes très disciplinées, conformistes, peu enclines à bouleverser l'ordre social de manière violente ou à sortir du cadre légal, même elles ont une limite à leur patience et à ce qu'elles peuvent tolérer. Et c'est pourquoi certains sociologues prédisent que les pays européens vont sombrer dans la guerre civile, dans des révolutions. Et pour revenir à votre question, je pense qu'il est impossible, pour le moment, de prévoir si le dénouement de cette crise se produira, parce que les partis en place seront balayés du pouvoir par les institutions et les moyens démocratiques. Ou si nous allons assister à des soulèvements sociaux et à une situation qui déraille complètement. C'est impossible à prévoir. Ce que l'on peut dire, c'est que les personnes au pouvoir vont s'entêter dans les politiques actuelles qui resteront donc largement inchangées et que la situation économique continuera de se détériorer. Et puis à un moment donné, probablement dans un avenir pas très lointain, il va se produire, vous savez ce qu'ils appellent un événement absolu, quelque chose comme l'effondrement de Lehman Brothers, quelque chose qui va soudainement catalyser la crise et lui donner des proportions très aiguës. Parce qu'en ce moment, la crise est là, les gens en sont généralement conscients, mais comme rien ne se passe vraiment d'un jour à l'autre,
Tout le monde pense que la situation actuelle peut se prolonger indéfiniment. Eh bien, vous savez, rien n'a explosé aujourd'hui, donc probablement rien n'explosera demain. Mais plus cela dure, plus nous nous rapprochons d'une sorte d'explosion que plus personne ne pourra ignorer. Et alors nous découvrirons quelles seront les conséquences de cette crise. C'est assez extraordinaire de voir où se porte l'attention, car une critique courante adressée aujourd'hui à de nombreux dirigeants européens, qu'il s'agisse de Starmer, Merz ou Macron, est que leur attention se concentre uniquement sur la politique étrangère. Et encore, pas vraiment sur la politique étrangère en général, sur la Russie uniquement. C'est tout, et ils ne prêtent pas vraiment attention aux questions intérieures, ce qui est un peu problématique, étant donné que la plupart des pays européens connaissent actuellement une stagnation ou un déclin économique. Nous avons de sérieuses difficultés à obtenir une énergie bon marché et fiable, ce qui entraîne une désindustrialisation accrue. Nous n'avons aucune autonomie technologique. Encore une fois, après toutes ces années à dépendre des entreprises technologiques occidentales, nous avons oublié que toutes les entreprises occidentales étaient en réalité américaines. Et vous savez, qui aurait cru que l'Amérique s'occuperait d'abord d'elle-même? Ils ont d'autres intérêts. Et puis c'est arrivé. Comme nous le voyons maintenant, les États-Unis acceptent de plus en plus une réalité multipolaire, ce qui signifie qu'ils ne peuvent plus accorder à l'Europe la même priorité qu'autrefois. Nous nous retrouvons donc dans une position plus vulnérable, d'autant plus que les États-Unis deviennent, je dirais, plus extractifs, cherchant davantage de tribus comme moyen de se redresser. On peut ajouter à cela d'autres facteurs, comme la baisse des taux de natalité, l'instabilité sociale, le déclin démocratique. Mais vous savez, avec tous ces problèmes qui s'accumulent, le Premier ministre slovaque, Robert Fico, a fait remarquer que chaque fois qu'il participe à des réunions avec l'Union européenne, chaque point à l'ordre du jour est la Russie d'abord, la Russie ensuite, la Russie encore. C'est ça. C'est tout ce qu'il traverse. Je crois qu'aujourd'hui même, le ministre suédois de la Défense s'est exprimé, je ne sais pas si tu as vu cette publication, mais il a dit que l'expérience de la Suède vivant à côté de la Russie était qu'ils avaient toujours dû se battre pour la liberté, et que c'est pour cela qu'ils devaient renforcer leur armée. Enfin, c'est pas leur expérience. Ils ont vécu à côté de la Russie, ils ont choisi la neutralité et ils ont eu aucun conflit avec elle. C'est très étrange. J'ai entendu la même chose de la part des Finlandais, parce qu'eux aussi doivent maintenir un récit favorable à l'OTAN. Et leur expérience, c'était qu'on pouvait faire la paix. C'est ce qui a fondé leur essor. Et encore une fois, le ministre suédois de la Défense a souligné que toute l'Europe devait passer en mode guerre, car nous avons besoin d'une dissuasion puissante contre la Russie. En général, la dissuasion signifie que l'on veut empêcher l'adversaire d'adopter des actions agressives. Mais il semble que maintenant, nous essayons aussi de dissuader la Russie de réagir, car dans le même souffle, ils souhaitent saisir les fonds souverains russes et capturer les navires russes en mer Baltique, la soi-disant flotte fantôme, tout en plaidant pour des missiles à longue portée fournis par l'Occident, probablement opérés par des pays occidentaux, afin de frapper à l'intérieur de la Russie. Mais il faut dissuader les Russes. C'est aussi pour cela que nous avons besoin, enfin c'est vraiment du délire, des propos de cinglés ici. Mais je suppose que oui, dans cette optique je suis tout à fait d'accord. Je pense que quelque chose va céder, quelque chose va exploser, mais soit nous allons finir dans une guerre directe avec les Russes. Pour une raison quelconque, ils s'attendent à ce que ce soit nos colonnes de chars contre les leurs. Je ne pense pas qu'ils prévoient que des ogives vont, vous savez, pleuvoir sur nos villes. Mais, en laissant cela de côté, que verriez-vous comme alternative? Si ce n'est pas la guerre, alors comme vous l'avez dit, nous ne pouvons pas continuer ainsi.
quelque chose va se briser dans l'économie. Avez-vous l'œil sur des indicateurs précis? Je veux dire, on parle de problèmes monétaires, de marché boursier. Qu'observez-vous? Eh bien, je pense que je suis principalement préoccupé par les marchés obligataires en Europe, les obligations britanniques et européennes, allemandes, françaises, italiennes et britanniques. L'Allemagne est la plus grande économie de l'Union européenne. La France est la deuxième. Leurs positions budgétaires, tout comme celles du Royaume-Uni, sont dans un état catastrophique. Ils ont tous dépassé, enfin, la France a dépassé, les 100% de dette par rapport au PIB. Et je suis presque certain que les chiffres que nous connaissons sont probablement faux, que la situation est bien pire. Par exemple, lorsque Keir Starmer est arrivé au pouvoir, ils ont fait tout un spectacle autour du fait qu'il avait découvert un trou noir de 22 milliards de livres dans les comptes du gouvernement. Sauf que, lorsqu'il était dans l'opposition, il parlait d'abord, je crois, doit-il nous pour 36 milliards de livres. I think 36 billion pound black hole. And then some months later he was talking about 67. Et puis, quelques mois plus tard, il parlait d'un trou noir de 67 milliards de livres sterling. Et ensuite, il s'est immédiatement corrigé en disant « ce n'est pas 67, c'est 76 milliards ». Donc, lorsqu'il était dans l'opposition et qu'ils examinaient ces chiffres pour attaquer le cabinet de Rishi Sunak, ils connaissaient le montant. C'était un trou noir de 76 milliards de livres. Dès qu'il est arrivé au pouvoir, soudainement, le trou noir s'est réduit à 22 milliards sans aucune explication. Je pense donc que nous sommes trompés par les autorités en France, en Allemagne et ailleurs. La situation est absolument insoutenable et elle se détériore, elle ne fait qu'empirer. Les personnes qui devraient tenter d'atténuer la crise sont complètement absentes, portées disparues. Ils sont complètement, eh bien comme vous l'avez dit, c'est d'abord la Russie, ensuite l'Ukraine, puis les dépenses de défense, puis encore la Russie, et ainsi de suite. Il n'y a aucune discussion sur l'amélioration de la compétitivité. Mario Draghi, il y a plus d'un an, a rédigé un rapport sur la compétitivité européenne. Et depuis, il ne s'est pas passé grand-chose. Vous avez eu raison de dire que toutes les entreprises technologiques occidentales sont en réalité des entreprises technologiques américaines. Les Américains ont la main mise sur la haute technologie dans le monde occidental. Et l'Europe non seulement n'a pas de concurrents équivalents, mais elle a même rendu la vie si difficile que ceux qui émergent finissent par s'installer aux États-Unis. Par exemple, Spotify. Spotify était une entreprise européenne très prospère, fondée en Suède. Et ils sont restés aussi longtemps qu'ils ont pu. Mais à la fin, ils ont dit « Désolé, c'est ridicule. Nous déplaçons notre entreprise aux États-Unis, où le système est bien plus accueillant pour les entrepreneurs qui réussissent. En Europe, si vous êtes un entrepreneur prospère, vous finissez par être puni pour votre succès. Aux États-Unis, vous êtes récompensé. Ainsi, tout le système européen s'est pratiquement transformé en vent contraire auto-infligé. Et au final, si l'Europe continue sur cette voie, elle va se transformer en station touristique et en musée pour les visiteurs du monde entier, ce qui est déjà quelque chose, je suppose. Mais vous n'aurez même plus cela si vous pensez que votre projet le plus important maintenant est de faire la guerre à la Russie. Tout cela relève, je suppose, d'une dépendance excessive envers les États-Unis. Cela n'aide pas non plus les Européens. Et si je devais conseiller les États-Unis, alors que le monde devient multipolaire, je leur dirais de se concentrer sur les régions importantes, l'Amérique, l'Asie. Ils veulent se détourner de l'Europe, mais il faut tout de même s'assurer que les Européens conservent leur loyauté économique envers l'Amérique. Car dans un monde multipolaire, avec de nombreux centres de pouvoir, il faut capter ce marché. Donc, il ne s'agit pas tant de dépenser de l'argent
que de veiller à ce que les Européens continuent d'acheter la technologie, l'énergie, les armes américaines, avec l'argent qu'il leur reste, et qu'ils s'engagent à investir dans les industries américaines plutôt que sur leur propre continent. Évidemment, c'est une catastrophe pour l'Europe. Ainsi, la principale échappatoire, en dehors de l'autonomie stratégique, serait de diversifier nos partenariats économiques. Je dirais aux Américains, assurez-vous que Lubeleng n'ait pas d'autres partenaires. Coupez-la, non seulement des Russes, mais aussi des Chinois. Et on peut déjà voir cela se produire dans une certaine mesure. Vous avez probablement suivi l'affaire Nexperia, où le gouvernement néerlandais a pris le contrôle d'un fabricant chinois de puces. Comme le reportage le suggère, cela a été fait à la demande des États-Unis. Les Américains ont fait pression sur les Européens pour qu'ils saisissent l'entreprise chinoise. Maintenant, la Chine riposte et on assiste à cette fracture. Ainsi, nous ne pourrions obtenir nos puces qu'auprès de l'Amérique essentiellement si nous continuons sur cette voie. Je veux dire, comment voyez-vous l'Europe s'impliquer dans cette guerre commerciale avec la Chine? Juste un dernier commentaire. Je vois effectivement certains problèmes. Si toutes les exportations chinoises vers l'Amérique sont coupées, alors oui, elles doivent être redirigées quelque part, comme vers l'Europe, ce qui pourrait, je suppose, entraîner une offre excessive si cela fait baisser les prix. Je peux comprendre cela. Et c'est pourquoi il serait souhaitable de s'asseoir avec les Chinois et d'essayer de trouver un accord sur la manière de gérer ces temps turbulents. Mais c'est pas ce que nous faisons. Nous saisissons maintenant des entreprises, un peu comme nous avons saisi les fonds russes. Donc, nous ne sommes plus vraiment un endroit attractif pour faire des affaires. Comment voyez-vous cela? Pourquoi pensez-vous que les Européens se tournent non seulement vers la Chine, mais aussi vers l'Inde? C'est assez, eh bien je ne sais pas, en tant qu'Européen, cela n'a aucun sens pour moi. Non, pas du tout. Et je pense que les économies européennes ont à peine des partenaires. Soit elles font des affaires avec des pays sur lesquels elles essayent d'imposer une dépendance quasi néocoloniale, soit avec des pays plus puissants, face auxquels elles se placent dans une position complètement subordonnée. Et elles violeront leurs propres intérêts, elles violeront les lois internationales, elles feront n'importe quoi si, disons, un pays comme les États-Unis le leur demande. Alors que, vous savez, Kaja Kallas ira en Chine et en Inde, et Ursula von der Leyen n'hésitera pas à leur faire la leçon sur les valeurs, sur la manière dont ils devraient gérer les choses et sur ce qu'ils devraient faire. Ils ne se souviennent pas que, il n'y a pas si longtemps, les puissances européennes colonisaient toutes ces régions du monde et y ont laissé une dévastation totale et absolue. Je pense donc que pour que l'Europe tourne la page, il sera absolument essentiel de purger le système des intérêts établis qui détiennent le pouvoir aujourd'hui. Et encore une fois, nous revenons aux oligarchies bancaires qui ont pris tout le continent en otage. À ce moment-là, je pense que l'Europe serait en mesure d'améliorer ses relations avec les États-Unis, car les États-Unis soutiennent des partis comme l'AfD. Et je pense que si l'AfD formait un gouvernement à Berlin, la relation de l'Allemagne avec les États-Unis s'améliorerait. Vous auriez toujours le problème de devoir négocier pour défendre vos intérêts. On ne vous les offrira pas sur un plateau d'argent. Mais au moins vous pourriez défendre votre position et obtenir des concessions constructives de la part des États-Unis. Ils pourraient également améliorer leurs relations avec la Russie, ce qui est absolument essentiel. La Russie est notre voisine, dotée du plus grand trésor de ressources naturelles au monde. Et si vous voulez développer votre économie, il faut entretenir de bonnes relations avec elle. Il faut négocier une relation constructive et mutuellement bénéfique avec elle. Et puis l'Europe doit aussi refondre sa relation avec le Sud global,
où nous n'avons pas hésité, comme vous le savez, à leur imposer des politiques colonialistes. En gros, vous savez, par exemple, la France a imposé sa propre monnaie de type franc français à ses anciennes colonies, achetant leur or à des prix massivement réduits, achetant leur minerai d'uranium à $1 le kilo, alors que sur le marché libre, la même ressource coûtait entre 100 et $200 le kilo. Et vous savez, les maintenant dans un état perpétuel de sous-développement et de pauvreté. Nous devons donc, je pense, réinventer notre propre identité, décider qui nous voulons être, ce que nous voulons représenter dans le monde, puis élaborer une politique pour l'avenir en conséquence. Je pense que l'Europe a beaucoup à offrir au monde, mais cela doit se faire d'une manière respectueuse des autres, franche et constructive vis-à-vis de chaque pays. Et ensuite, les choses peuvent s'améliorer petit à petit. Cela ne se produira pas avec Friedrich Merz au pouvoir, ni avec Emmanuel Macron, ni avec Keir Starmer, mais avec certains gouvernements futurs, cela finira par arriver. Je pense que l'étape logique sera de rejoindre les BRICS ou l'Union douanière eurasiatique et de coopérer avec l'Organisation de coopération de Shanghai ou un pacte de sécurité mutuelle. Alors les choses pourront s'améliorer. Si nous continuons à suivre la politique actuelle, je pense que le résultat sera similaire à celui de l'Empire romain d'Occident. On emprunte la même voie vers la perdition jusqu'à ce que tout soit brisé et qu'il ne reste pratiquement plus de capital pour redresser la situation. Oui, je pense que cette obsession que nous avons avec la Russie ne tient pas seulement à son effet unificateur, dans l'espoir d'avoir un ennemi commun, mais aussi au fait qu'elle détourne l'attention de tous ces problèmes, car aucune solution n'a été proposée. J'essaye sans cesse de comprendre ce qu'ils recherchent réellement en matière de redressement de la force ou de la pertinence de l'Europe dans le monde. Mais il n'y a vraiment rien. C'est simplement l'espoir que, si les Russes peuvent être vaincus, alors d'une certaine manière, nous pourrions revenir aux années 1990. Mais la question centrale de savoir comment l'Europe devrait apprendre à s'adapter à un monde multipolaire, où elle ne serait plus le faire-valoir des États-Unis dans une hégémonie collective. Oui, il n'y a aucune discussion en ce sens. Mais en ce qui concerne la crise bancaire, est-ce la dette qui vous inquiète alors? Ou... Ouais. Yes. Yeah, absolutely. Absolument. Le fait est que notre surendettement est impayable. Ce n'est pas une situation sans précédent. C'est une conséquence logique du système monétaire très fragile que nous avons en place, non seulement en Europe, mais à peu près partout dans le monde. Le surendettement du système est, les dettes publiques dépassent presque partout 100% du PIB. Mais lorsque l'on y ajoute les dettes privées, on atteint des niveaux de 350% du PIB. Il est absolument impossible de rembourser. C'est pas vrai ainsi. Et donc vous avez une situation où la partie productive de l'économie doit travailler de plus en plus dur, simplement pour rembourser la dette envers le secteur financier. Et le secteur financier thésaurise tout cet argent et l'investit partout dans le monde, au lieu de l'investir chez lui, vous savez, dans l'amélioration des infrastructures, dans les industries productives, et ainsi de suite. Il l'investit dans des guerres, dans la création de bulles spéculatives en Europe, aux États-Unis, au Japon, peu importe. Et donc au final, vous avez là, pas seulement la dette ordinaire qui est due, vous avez également des milliers de milliards d'expositions aux produits dérivés dans le système financier, ce qui rend l'ensemble complètement insoutenable. Le problème, c'est que aussi souvent que ces situations se sont produites par le passé, nous voyons les mêmes symptômes se répéter encore une fois.
Nous savons que nous sommes proches du précipice, là où, vous savez, un pas en avant suffit à vous faire tomber dans le ravin. Mais nous ne savons pas quand cela se produira. Nous ne pouvons pas faire cette prédiction. Ce dont les gens sont de plus en plus conscients et de plus en plus inquiets se lit dans le prix de l'or et de l'argent qui ont presque doublé cette année. L'or était auparavant proche de $2,000 l'once. Au début de cette année, il dépasse désormais les $4,000 l'once, et nul ne sait jusqu'où le prix de l'or ira. Cela reflète la perte de confiance des gens envers le gouvernement, les institutions financières et la monnaie qu'ils utilisent. Nous allons connaître une forte inflation. Et cette inflation aura probablement tendance à s'accélérer progressivement jusqu'à atteindre des niveaux d'hyperinflation. À ce stade, je pense que tout le tissu social commencera à se désagréger. Et alors, si cela ne se produit pas avant, on verra des gouvernements tomber, des soulèvements sociaux prendre des proportions très dangereuses, et peut-être même une guerre contre la Russie éclater réellement, la Troisième Guerre mondiale. Lorsque l'Union européenne a vu le jour, elle reposait sur une logique solide que j'aurais soutenue. L'idée générale, en particulier la puissance de négociation collective, était que tous ces pays s'uniraient en supprimant certaines frontières entre eux, ce qui leur donnait un avantage de compétitivité supplémentaire. Mais aujourd'hui, on n'a pas vraiment l'impression que l'UKWMATTER soit dirigé par un grand leadership. Je veux dire, l'Europe est actuellement représentée par des personnalités comme Ursula von der Leyen et Kaja Kallas. Donc c'est pas, en partie, cela semble être un problème de leadership. Et bien sûr, il est problématique d'avoir des personnes comme Merkel qui entretiennent des liens aussi étroits avec les milieux financiers. Il faut se demander, à un moment donné, quelle priorité réelle entre véritablement en jeu. Mais si vous regardez l'Union européenne aujourd'hui, je ne vois aucune discussion sur la manière de construire une Europe tournée vers l'avenir. D'où viendra notre énergie bon marché et fiable? Quelle est notre voie vers l'autonomie technologique et la réindustrialisation, y compris le développement de notre propre écosystème numérique? Comment pouvons-nous avoir de la crédibilité et de la solidité dans nos banques et nos monnaies? Comment éviter l'oligarchie de rente? Et quels partenariats étrangers sont nécessaires pour atteindre nos objectifs? Il n'y a aucun sens des moyens ni des fins. Franchement, c'est assez choquant d'écouter les politiciens de nos jours. Le manque de leadership est l'une des raisons pour lesquelles je me demande quel avenir l'Union européenne peut avoir, car elle semble avoir pris une direction très différente de celle d'origine. Voyez-vous le de Bering som brevet Westing? Oui, absolument. Je pense que ce n'est qu'une question de temps. Il est vrai que nous avons un grave problème de leadership, car tous nos dirigeants, toutes les personnes proches des leviers du pouvoir, sont d'un niveau absolument médiocre, avec très peu de compétences, d'intégrité ou de charisme. Mais c'est voulu, parce que ceux qui détiennent le véritable pouvoir veillent à ce que quiconque tente de réformer le système ou de changer les politiques soit immédiatement écarté du pouvoir. Et vous savez, cela peut se produire de bien des façons. En général, c'est une campagne de diffamation. Aujourd'hui, nous avons la lawfare, qui est très souvent utilisée pour éliminer des candidats comme Karl Kalin, Georgescu en Roumanie, Marine Le Pen en France, et ainsi de suite. Ensuite, il y a de véritables assassinats, ou du moins des tentatives. Il y en a eu 2 contre Trump et une contre Robert Fico en Slovaquie. Et puis il existe d'autres formes d'élimination, comme celle de Jeremy Corbyn au Royaume-Uni, qui a été victime d'un assassinat de caractère, accusé d'antisémitisme, essentiellement parce qu'il voulait adopter une approche plus équilibrée, ni pro-palestinienne, ni anti-israélienne, simplement équilibrée.
pour résoudre la crise au Moyen-Orient. Et il a été écarté de la vie politique britannique. Même dans les rangs militaires, je me souviens qu'avant le début de la guerre en Ukraine, c'était vers janvier 2022, un événement lié à la défense avait été organisé en Inde. Des commandants de l'OTAN étaient présents et une réunion avait eu lieu entre des généraux allemands et du personnel de la défense indienne. Et l'un des Allemands présents était l'amiral Kai Hakim Schönbach, ou Schönbaum, je me souviens plus. Il était amiral dans la marine allemande, avec une carrière entière au sein de l'appareil de défense allemand, donc une personne très compétente et qualifiée pour être là. Lors de cette réunion, il a dit que la solution à moindre coût au problème entre la Russie et l'Ukraine serait de reconnaître les préoccupations de sécurité de la Russie, de les respecter et de trouver une solution mutuellement acceptable. Eh bien, la carrière de l'amiral s'est terminée ce jour-là. Vous voyez, quiconque sort du cadre de la pensée unique occidentale, nous devons faire la guerre à la Russie, nous devons éliminer les centrales nucléaires, nous devons cesser d'acheter du gaz naturel à la Russie, nous devons arrêter de brûler des combustibles fossiles, est immédiatement fini. Vous savez, toutes ces idées figées qui nous ont été imposées, quiconque essaye de penser en dehors de ce cadre est presque immédiatement éliminé, et de manière très hystérique. Le résultat, c'est que même ceux parmi nos dirigeants, qui voient les signes avant-coureurs et les comprennent, choisissent de se taire et de simplement répéter les éléments de langage de l'establishment, parce qu'ils savent que s'ils disent la vérité, ils seront éliminés. Ainsi, toute personne compétente, toute personne ayant un minimum de respect de soi et d'intégrité, ne fait même pas partie de la classe dirigeante en Europe. Donc, en conséquence, vous avez Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Kaja Kallas, Keir Starmer, des gens qui sont complètement creux. Vous savez, si on leur dit demain que tout le monde en Europe doit, je ne sais pas, porter des chapeaux roses, ils adopteront un décret obligeant tout le monde à porter des chapeaux roses. Et ils diront, eh bien, si vous ne portez pas de chapeau rose, alors la Russie va gagner. Nous en sommes à un stade où ils défendront l'idée que 2 et 2 font 5, que l'esclavage c'est la liberté, que l'ignorance c'est la force. Nous en sommes vraiment là. Et comment changer cela? Je pense que tout le système devra s'effondrer sur lui-même et qu'il faudra tout recommencer à zéro. Oui, non. Il ne semble pas qu'il y ait de véritables solutions sérieuses proposées. Du moins, pas de la part de nos élites politiques, ici en Europe. Mais ma dernière question, je voulais vous interroger sur cette prochaine rencontre entre Trump et Poutine. D'abord, je suppose que ce qui a conduit à cela est assez intéressant, car comme nous le savons, Trump a suggéré que si la Russie ne se conformait pas, il enverrait des Tomahawks. Ce qui, eh bien, on ne peut pas vraiment exagérer à quel point ce serait dangereux. Cela signifierait que les États-Unis, sous l'administration Trump, lanceraient des attaques de missiles à longue portée contre la Russie. Ce ne serait pas les Ukrainiens eux-mêmes qui le feraient. Personne ne prétend même que ce serait le cas. De plus, cela pourrait transporter une ogive nucléaire. Et les Russes ont déclaré « Nous ne savons pas si une ogive nucléaire y serait attachée. Nous agirons en conséquence, comme si c'était le cas. » Donc, si l'on suit ce qui s'est passé pendant la guerre froide, si les Russes pensent qu'ils sont sous attaque nucléaire, ce n'est pas ce que vous voulez que la plus grande puissance nucléaire du monde croit, qu'elle pourrait faire face à une frappe de décapitation en premier. Quoi qu'il en soit, ce que j'ai trouvé fascinant, c'est que Trump a appelé le président Poutine. Ils ont eu une conversation. Et après cet échange, ils ont décidé, au lieu de gravir cette échelle d'escalade qui pourrait mener à un holocauste nucléaire, de se rencontrer en Hongrie à la place.
Et la réaction des Européens, c'est l'horreur. Je veux dire, c'est assez... Enfin, pour moi, c'est incroyable. Ils prennent réellement des mesures qui mènent vers une guerre nucléaire. Ils pourraient encore faire marche arrière. Et pourtant, la seule réponse, c'est que Trump est aussi un poutiniste parce qu'il ne veut pas mourir sur l'autel de notre vertueuse croisade contre la Russie. C'est tout simplement au-delà de l'obscène. Mais bon, je suppose que, vous savez, Trump n'est pas un saint. Je pense que c'est un être humain très imparfait, vraiment très imparfait, en général. De plus, je pense que si l'on pouvait maintenir la guerre en feu, mais en feu lentement, les Européens paieraient l'Amérique pour cela, et les Ukrainiens feraient les morts et tout le reste. La Russie serait affaiblie, et je ne pense pas qu'il s'y opposerait, mais je crois qu'il voit bien ce qui se profile. Tout cela touche à sa fin. Finissons cela de la manière la plus favorable possible et laissons les Européens en assumer le coût, ce qui est, ma foi, une position assez raisonnable pour les États-Unis. Mais ensuite, comme il a cette tendance anti-mondialiste, c'est très triste que Trump soit désormais notre meilleure chance de mettre fin à tout cela pacifiquement. Mais que peut-on attendre de cette rencontre entre Trump et Poutine? Car même si Trump veut réellement ce qu'il prétend vouloir, il devra affronter beaucoup d'opposition à Washington, de la part de ceux qui ne souhaitent pas forcément mettre un terme à cette guerre par procuration contre les Russes. Eh bien oui, exactement, Glenn. Parce que nous ne parlons pas d'un affrontement entre des monolithes. Les États-Unis contre la Russie, ou les États-Unis contre l'Union européenne, ou quoi que ce soit de ce genre. Nous parlons d'un affrontement entre des intérêts établis, dont certains sont à la solde de l'oligarchie bancaire et d'autres s'y opposent. Pour moi, il est très clair, pratiquement depuis le premier mandat de Trump, qu'il s'oppose aux oligarchies bancaires. Du moins aux européennes, je dois ajouter cette précision. Je ne sais pas, la situation au Venezuela nous dira s'il est soumis aux oligarchies bancaires américaines, aux intérêts de JP Morgan et Rockefeller. Mais il est clairement en guerre contre les oligarchies bancaires européennes. Cela ne fait aucun doute. Et c'est pourquoi je n'ai jamais vraiment cru qu'il avait changé sa politique envers la Russie et l'Ukraine. Parce que la Russie, dans ce cas, est son partenaire le plus logique et le plus évident. Cultiver une relation constructive et positive avec la Russie est donc important, trop important pour jouer avec. Parce que vous savez, s'il intensifie le conflit avec la Russie, il aide les oligarchies financières européennes sans presque aucun avantage pour les États-Unis, sans presque aucun avantage pour lui et son gouvernement, et avec un risque énorme d'anéantissement nucléaire. Alors que s'il coopère avec les Russes, il n'y a pratiquement aucun inconvénient et un énorme potentiel d'avantage. Et s'il y a bien une chose à savoir sur Trump, c'est qu'il est transactionnel. Donc il voit les choses ainsi. La Russie dispose de toutes ses ressources, d'un très grand marché, et du moins en termes de parité de pouvoir d'achat, c'est la 4e économie mondiale. Il est donc bien plus avantageux pour nous de coopérer avec eux et de faire des affaires plutôt que d'entrer en guerre contre eux, ce qui ne sert absolument pas les intérêts des États-Unis. J'ai donc pensé que tout ce revirement apparent de Trump relevait de la tromperie. Et je crois qu'une partie de cette tromperie vient du fait qu'il subit énormément de pression de la part des partenaires européens pour, vous savez, revenir dans le jeu. Ne nous abandonne pas, papa, s'il te plaît, accorde-nous des garanties de sécurité. Donnez-nous les armes, le renseignement, le soutien logistique, tout ça. Et Trump s'est dit, « Ok, j'ai tout un tas de matériel ici, des armes que je pourrais vous vendre à prix d'or. Alors peut-être que je vais simplement vous dire, oui, vous pouvez gagner, mais assurez-vous d'acheter les armes chez nous. »
En même temps, il satisfait son propre complexe militaro-industriel, parce que les Européens vont dépenser des centaines de milliards de dollars pour des armes fabriquées aux États-Unis. Ainsi, il affaiblit les Européens tout en rendant heureux son immense et puissant électorat chez lui. Et tout cela est faux. Il n'est pas vraiment intéressé par une guerre contre la Russie, et je pense qu'il ne l'a jamais été. Ce n'est qu'au moment de la rencontre avec Zelensky à la Maison-Blanche que cela est devenu évident et indéniable. Et je pense que les Européens, s'ils se sont laissés tromper, l'ont fait parce qu'ils sont désormais tellement désespérés. Ils sont prêts à croire tout ce qu'ils veulent croire. Je pense que la réunion en Hongrie est intéressante pour plusieurs raisons. C'est un territoire de l'OTAN, c'est l'Union européenne. Le fait que Vladimir Poutine puisse venir à Budapest pour la rencontre avec Trump permettra, entre autres, à Viktor Orban de purger les éléments les plus dangereux de sa propre opposition intérieure. Pourquoi? Parce qu'il aura le prétexte de devoir préparer le pays à accueillir cette rencontre et de s'assurer que rien ne tourne mal, car il existe un risque élevé que Trump soit assassiné, ou que Vladimir Poutine le soit, ou encore que son avion soit abattu. Vladimir Putin might get assassinated, that his plane might get shot down. So I think it will give Viktor Orban. Je pense donc que cela donnera à Viktor Orban l'occasion de vraiment purger, en particulier, l'appareil de sécurité en Hongrie, et d'y introduire peut-être de nouveaux éléments de sécurité pour les remplacer. Cela rendra beaucoup moins risqué pour la Hongrie de dire un jour « D'accord, nous partons, nous quittons », sans qu'il y ait de risque pour sa propre vie et sécurité, pour son parti, pour son gouvernement, et ainsi de suite. Vous savez, la possibilité d'un coup d'État militaire en Hongrie pour empêcher sa sortie de l'Union européenne et de l'OTAN, c'est un élément important. Mais aussi, je pense que la position de la Hongrie va s'améliorer si la Russie prend tout le littoral de la mer Noire. Et je pense qu'avec la bénédiction de Trump, la Russie va aller dans cette direction. Bénédiction signifiant bénédiction. Nous n'allons pas nous y opposer. Blessing meaning we're not going to oppose you, that's fine. Because then Russia takes control. C'est logique, car dans ce cas, la Russie prend le contrôle de la sortie du Danube vers la mer Noire. Cela ouvre les routes commerciales pour les pays enclavés d'Europe centrale, comme l'Autriche, la Hongrie, la Serbie et la Slovaquie, leur donnant un accès à des ports chauds reliant l'Europe aux nations des BRICS et aux intégrations multipolaires. D'un point de vue stratégique, je pense que cela pourrait porter un coup sévère à l'Union européenne et à l'OTAN. Et je crois que c'est presque déjà conclu. Car sinon, pourquoi Trump et Poutine se rencontraient-ils en Hongrie? Il y a toujours un message dans le choix du lieu de leur rencontre. Ils auraient pu se voir, ils auraient pu organiser cela à Istanbul ou à Minsk ou quelque chose de ce genre. Ils ont choisi Budapest pour une raison, et je pense que cela va accélérer l'effondrement de l'Union européenne. Oui, je pensais la même chose. On pourrait dire que les Hongrois ont été plus en première ligne pour promouvoir une forme de diplomatie, puisque cela a été boycotté par le reste des Européens. Cela dit, il y a aussi cette question plus large, du fait qu'Orban est perçu comme en dehors de la classe mondialiste libérale, pour laquelle Trump éprouve également un certain mépris personnel. En fait, j'avais une dernière question à ce sujet. Nous voyons les Européens se rapprocher de plus en plus, et certains rapports indiquent qu'un accord pourrait être proche concernant, je suppose, la légalisation du vol des avoirs russes. Il parle maintenant non seulement de geler les avoirs ou de confisquer les bénéfices, mais en réalité de saisir les avoirs eux-mêmes. Et je ne suis pas sûr, peut-être pour rembourser leurs propres dettes, en détourner une partie, en envoyer beaucoup aux Ukrainiens. Mais dans tous les cas, c'est ton domaine, le volet financier de tout cela.
Que penses-tu qu'il se passerait si les Européens allaient vraiment jusqu'au bout? Parce que, par exemple, la France s'y oppose. Et même à Bruxelles, ils reconnaissent que cela pourrait être, dans l'esprit de la discussion d'aujourd'hui, un acte d'autodestruction incroyable et extrêmement stupide en plus. Pourquoi penses-tu qu'il serait si dangereux d'aller jusqu'à légaliser le vol? Eh bien, il y a l'élément évident qui consiste à montrer au reste du monde qu'ils agissent de mauvaise foi. Qu'on ne peut pas s'attendre à ce que les institutions financières européennes agissent de manière loyale, ni compter sur ces relations. C'est assez clair. Mais un deuxième problème va apparaître, et je pense qu'il est déjà en train d'apparaître. Une fois que les avoirs ont été volés, qui a le droit de les dépenser? Qui a le droit de les utiliser? Il va y avoir des rancunes très amères à ce sujet. Il y en a déjà. Par exemple, il ne s'agit même pas ici des avoirs russes. Une querelle entière a éclaté entre le chancelier allemand Friedrich Merz et Ursula von der Leyen à propos des dépenses de défense. Alors vous savez, ils sont tous d'accord pour dire qu'ils veulent dépenser des centaines de milliards de dollars en armement et pour l'armée. Mais ils ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la manière de le faire, ni sur qui aura le droit de dépenser cet argent, parce que celui qui le dépense est aussi celui qui, vous voyez, touche les rétrocommissions. Ainsi, Ursula von der Leyen veut que cela passe par les institutions de l'Union européenne, tandis que Friedrich Merz veut que cela passe par les institutions allemandes. Ils sont passés du statut d'amis et d'alliés politiques à celui de membres d'une famille en pleine querelle. Et si vous ajoutez des avoirs volés à ce genre de situation, où vous avez déjà franchi les limites de la légalité en les volant, alors tout le cadre juridique, disons le cadre légal, qui régit la manière dont vous pouvez utiliser les recettes fiscales, la dette nouvellement émise ou tout autre actif, doit entièrement s'effondrer. Maintenant, vous entrez en territoire inconnu et vous allez déclencher une frénésie alimentaire de hyènes enragées qui va éclater, tout le monde contre tout le monde, et cela va devenir vraiment, vraiment laid. Je dirais qu'il y a même la possibilité que les assassinats deviennent monnaie courante parmi les politiciens et les décideurs européens. Donc je pense que s'ils franchissent cette étape, et je crois qu'ils sont désormais assez désespérés pour ne probablement pas pouvoir résister à la tentation, ils mettront de côté ceux qui leur disent que c'est une idée horrible. Je pense que les conséquences seront une forme de justice karmique très laide. C'est un terrible, je dirais, présage ou signe que le principal plan de développement économique en Europe consiste à voler les biens d'un autre pays. Et bien sûr, après en avoir donné une partie à l'Ukraine et rempli nos propres poches, le reste est censé servir de fondation. Le fait qu'ils adoptent maintenant des tactiques similaires à l'égard de la Chine est également profondément préoccupant. Oui, une dernière réflexion avant de conclure. Eh bien, vous savez, rien que sur ce point, imaginez un instant que tout se passe bien. Ils ont volé les avoirs russes, et tout le monde s'est mis d'accord sur la manière de le faire, sur la façon de les dépenser, sur qui les dépenserait. Tout le monde dit très bien, et ils sont tous amis. Eh bien, ça va créer une énorme tentation de recommencer, parce que là, quelle merveille! Et ensuite, on va chercher des prétextes pour le faire à la Chine, à l'Inde, à quiconque détient les plus gros soldes. Donc, vous allez absolument pousser les gens à fuir loin de vous. C'est une forme vraiment curieuse de suicide collectif qu'ils poursuivent. Mais je pense qu'elle naît de l'incompétence, du désespoir, et en fin de compte, du fait que tout le système est entre les mains de pirates. Vraiment.
Vous savez, les oligarchies prêteuses de Londres et de Paris sont littéralement les héritières des pirates. Le système s'est en quelque sorte développé par accumulation à partir des pratiques des corsaires et de ceux qui finançaient leurs aventures et la traite des esclaves. Et petit à petit, ils ont créé un code juridique que l'on peut ajuster pour faire advenir tout ce que l'on veut. Mais le comble, c'est la façon dont ils se persuadent qu'ils sont du bon côté de l'histoire, que toutes ces politiques insensées servent à arrêter le Hitler d'aujourd'hui. C'est très frustrant. C'est une manière tellement stupide pour l'Europe de se détruire elle-même. Mais c'est une histoire de brute typique. Quand la brute brutalise quelqu'un, puis dit « Regarde ce que tu m'as fait faire ». Tu sais, nous sommes les gentils, les Russes sont tellement méchants, ils nous obligent à faire toutes ces choses que bien sûr nous ne ferions pas autrement. Mais tu vois, Merci beaucoup d'avoir pris le temps, Alex. Merci. Merci, Glenn. C'est frustrant de lire les nouvelles en ce moment. oui, absolument. Mais tu sais, rien ne dure éternellement. De nombreux empires sont tombés au cours de l'histoire de l'humanité, et celui-ci tombera aussi. Ce que nous devons faire, c'est nous assurer de survivre, de garder notre humanité intacte et la tête sur les épaules, et d'être prêts et capables de tourner la page quand le moment viendra.